Hello, hello, bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, à tous les résistants, à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais dire bonjour, je suis Ivaïbo. Ivoirien, Ivoirienne, je repasse en live. J'attends que les uns les autres se connectent. Comme tous les mois, je fais donc il m'arrive de faire une vidéo questions-réponses, permettre à ceux qui nous suivent au jour le jour de pouvoir poser leurs différentes questions. Et puis, ça nous permet de toucher plusieurs points de l'actualité. Donc, voilà, je suis là. J'attends les questions de nos amis. Je salue ceux qui se connectent au fur et à mesure. Invitez vos amis parce que peut-être que beaucoup de choses seront dites. Essayez aussi de partager la vidéo. Julie Godet me salue. Je la salue aussi. Comme je dis, c'est l'intitulé, vous avez vu, questions-réponses. Donc, posez vos questions, toutes les questions, tout ce qui vous enchante. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Koti Chic a salué, Fifi Yassi a salué, et salutations à Fifi Yassi, Koti Chic aussi. Voilà, j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur le sujet que vous connaissez. Mais bon, comme les gens disent que on ne parle plus des autres sujets, donc je suis là pour qu'on parle des autres sujets. Diomandé Ibrahim me salue. Socrate Madiba, salutations. Si les gens n'ont pas de questions, je vais les laisser, hein, parce que s'ils n'ont pas de questions, moi je vais. Il y a quelqu'un qui avait posé une question tout à l'heure dans la vidéo précédente. J'essaie de m'en souvenir. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Karl Garou a salué. Julie Gotha a salué. J'aimerais savoir si tu as une idée de ce qui se passe en Belgique. Oui, ce qui se passe en Belgique, effectivement, on entend beaucoup de bruit, mais j'essaye de ne pas trop relayer les bruits qu'on entend parce qu'il n'y a rien dessus. Apparemment, il y a quelques décisions qui ont été prises. Apparemment, il y a des deals qui ont été passés, etc., etc. Mais bon, il n'y a vraiment rien de concret, rien d'officiel. Tout ça, c'est très officieux. Euh, on attend la décision de la chambre d'appel et puis on sera tous situés si le président Laurent Gbagbo pourra définitivement rentrer en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, euh, nous estimons que la Cour pénale internationale n'a pas de preuves contre le président Laurent Gbagbo. Il sera vraiment très très difficile pour eux, même à la chambre d'appel, de pouvoir rejeter la décision de la chambre, de la première chambre. Voilà. Donc voilà. Maintenant, les nouvelles, le président, apparemment, hein, ce qu'on m'a dit, c'est que le président est en bonne forme. Il est là où il reçoit sa famille, il reçoit ses amis quotidiennement. Et, et il semble qu'il pète la forme. C'est ce que les uns les autres disent, ceux qui sont allés là-bas et qui l'ont vu. Pareil pour Charles Blé Goudé, les confidences qu'on nous a fait sur son état, il semblerait qu'il serait en parfait état. Voilà. Garou, Puyol, Côte d'Ivoire. Gbagbo revient quand en Côte d'Ivoire?
Euh, Ce que je peux dire, c'est que mon souhait, c'est que le président Laurent Gbagbo rentre avant la fin de l'année 2019. Ce serait beaucoup plus intéressant pour nous. Ce serait beaucoup plus intéressant pour nous. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, il faut savoir que le combat que nous menons, nous nous battons contre des gens qui ont un agenda. Et leur agenda, c'est aussi de maintenir le président Laurent Gbagbo en dehors du pays pendant très longtemps. En tout cas, jusqu'à ce que Alassane Ouattara finisse son mandat. Donc ça, c'est leur agenda. Maintenant, nous, on a notre agenda. Eux, ils ont leur agenda. Et c'est pourquoi nous nous battons. Voilà, pour que nous, notre agenda puisse prévaloir. Donc, je ne saurais pouvoir dire ici que le président Laurent Gbagbo rentrera le mois prochain ou dans 6 mois ou dans 10 mois, mais je ne peux que parler de mon souhait. Voilà, pour être honnête, je ne peux que parler de mon souhait. Mon souhait, c'est qu'il rentre le plus tôt possible. Voilà. Niepo Carmel, bonjour. Vie en Jésus, bonjour. Niezere, bonjour. Niepo Carmel, tu nous avais promis nous fit de faire des histoires de mythologie. Ouais, mais on peut parler de mythologie, mais on peut pas parler de mythologie. La mythologie, elle est grande. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses dans la mythologie. Donc, si tu veux qu'on parle de quelque chose en particulier, si tu as entendu parler d'un mythe, le mythe des Sisyphe, le mythe des Tantales, le mythe d'Atlas, le mythe, il y a une panoplie de mythes, les mythes des Danaïdes, hein, les Danaïdes, euh, il y a des mythes, il y a beaucoup, 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 il y a une infinité de mythes. Maintenant, moi j'ai appris à peu près 200-300 mythes. Le mythe de la Téla gelée, le mythe de la caverne, le mythe, il y en a plein. Voilà, donc s'il y a des mythes qui t'intéressent, tu me dis, la dernière fois j'ai parlé du mythe du Minotaure. Hein, j'ai expliqué toute la mythologie en ce qui concerne le Minotaure, le roi Minos. On peut parler des Sisyphes, on peut parler de tout ça. Hein. Moi, j'ai pas de problème. C'est ce que je dis. Moi, j'ai vraiment pas de problème pour parler de ces choses-là. C'est pourquoi certaines personnes font beaucoup de bruit, disent que s'ils viennent à un débat, ils vont faire quelque chose. Hein. Je les attends, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que moi, j'ai pas de problème. Hein. Je suis prêt à discuter de tous les sujets. Tous les sujets. Est-ce que le président Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire sans l'accord de Ouattara? Je ne crois pas que là où on est en ce moment, Ouattara ait une décision à prendre. Je crois que c'est bien au-delà de ses pouvoirs ou de ses prérogatives. Je pense que nous sommes aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est entre les mains de la justice internationale. Elle a son fonctionnement, elle a son mécanisme. C'est vrai que il y a des gens qui interfèrent, les grandes diplomaties, les grandes chancelleries interfèrent des fois, mais Ouattara est trop petit. Là où il est là, il est trop petit. Il ne peut pas dire à la Cour pénale internationale libérez-le ou bien... Non, il ne peut rien. Donc, la décision sera prise à la Cour pénale internationale. C'est tout. La décision sera prise là-bas. Voilà. Et puis, il faut faire aussi la lecture de la géopolitique actuelle. Actuellement, d'un point de vue géopolitique, le président Laurent Gbagbo a beaucoup plus d'alliés. C'est-à-dire, tu prends Donald Trump. Donald Trump ne peut jamais, dans ce conflit qui oppose Ouattara à Laurent Gbagbo, Donald Trump ne prendra pas le parti de Ouattara. Ce n'est pas possible. Actuellement où on est là.
Donald Trump sera... La preuve, vous avez vu la preuve. Voilà, tu vois, ça même, ça confirme mon propos. La preuve, il a lancé des... Il a empêché Bensouda de rentrer aux États-Unis. Il a pris des mesures contre la CPI. Donc ça veut dire que celui qu'on considère comme étant le plus puissant en ce moment en Côte d'Ivoire, lui-même est contre la CPI. Entre 2015 et 2019, combien de pays se sont retirés de la CPI? Combien de pays africains se sont retirés de la CPI? Combien la CPI a été... Donc, je vais dire que tout ça, ça joue en la faveur du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous sommes sereins et nous savons que la décision qui sera prise là-bas sera une décision favorable au président Laurent Gbagbo. Maintenant, Alassane Ouattara, une fois que le président est libéré, si le président dit qu'il rentre au pays, et puis on a tout le peuple dans les rues, vous avez vu la démonstration de force et de puissance récemment, lorsque les gens sont allés à Diokoué pour la fête de la liberté. Vous avez vu la vous-même vous avez vu la démonstration de force et de puissance. Donc ça veut dire qu'au moment où le président rentrera, même le PDCI sera dans les rues. Là, je ne parle plus seulement que des Gors. Même le PDCI sera dans la rue pour attendre le président. Même les soroïstes, là, ils seront dans les rues pour attendre le président Laurent Gbagbo. Donc, on ne va plus parler d'1 million de personnes. On parlera de 3 millions, 4 millions de personnes mobilisées pour accueillir l'enfant du pays. Vous voyez, pour accueillir les 2 enfants du pays avec le maréchal Blé-Goudé. Donc, tout ça, ça joue en notre faveur. Alassane Ouattara est devenu très petit dans, dans le jeu politique, en tout cas en ce qui concerne la libération du président Laurent Gbagbo du maréchal Blé-Goudé. Donc voilà, voilà à peu près. Moi, c'est ma lecture. Hein. Maintenant, si des gens disent que Ouattara a les longs bras et qu'il réussit à influencer la CPI en ce moment-là, ça n'engage que... Moi, je n'y crois pas en tout cas. Je n'y crois pas. Kevin Kwame, salut Glondo, j'espère que tu vas bien. Vivier, là, sa vidéo m'a tellement fait mal. Une femme qui parle comme ça. Super Sénat. Nadège Dion, bonjour. Chantal Apo, bonjour. Yao Kwame, Moussou, bon, il dit quoi? Bonjour. Est-ce possible une alliance entre le PDCI, le vrai, celui de HKB, et le FPI, vrai, celui de Gbagbo? J'ai déjà répondu à cette question une fois. J'ai dit que d'abord, dans un premier temps, cette décision revient au président Laurent Gbagbo. Dans un premier temps. C'est lui qui est le président du parti. C'est lui qui sait avec qui il peut s'allier ou il ne peut pas s'allier. C'est lui qui a subi le 11 avril. Lui et sa femme ont subi le 11 avril. Donc je dis que cette décision, même si Assoa Adou veut s'allier avec le PDCI et que Gbagbo ne veut pas, Assoa Adou va se plier. Même si Simone Gbagbo même. Donc je veux dire que ça c'est vraiment à leur niveau là-bas, en haut là-bas, là. Nos patrons là, c'est eux qui décident de ça. Maintenant si moi je devais donner mon point de vue, moi je dirais non. Je dirais non. Parce que ce que nous faisons dans le passé doit pouvoir de façon logique expliquer la continuité. C'est comme ça que je comprends les choses en politique. Et c'est des discussions que nous allons avoir avec nos patrons demain. Demain, quand on va avoir l'occasion de se rencontrer, le président Gbagbo, le ministre Blé-Goudé, on va essayer de comprendre. Parce que pour moi, c'est vrai que la politique, et puis bon, eux, ils font beaucoup la politique du pardon. Ils font beaucoup la politique du pardon, de la réconciliation, de la paix. Mais au-delà de ça, moi, je fais la politique de la logique. Moi, j'estime que Henri Konan Bédié, qui s'exprime sur des médias internationaux et qui dit que Laurent Gbagbo est aujourd'hui entre les mains de la CPI, il mérite, c'est parce qu'il a commis des crimes qu'il est là-bas. Ça, je trouve qu'il ne peut pas venir 2 années plus tard dire que non, on a besoin de Laurent Gbagbo à Abidjan. Pour moi, c'est illogique. Voilà. Donc, et quand vous regardez bien, ce n'est pas quelqu'un
qui change de décision ou qui change de point de vue parce qu'il a réfléchi. Non. C'est quelqu'un qui change de point de vue dès qu'il y a eu une querelle avec son ami. C'est ça qui m'emmerde. Si c'était des gens qui s'étaient ressaisis pour dire ah bon, on a réfléchi, c'est vrai, on a mal fait avec Gbagbo, il faut qu'il revienne, d'accord. Mais tous ont changé d'opinion au moment où ils ont fait divorce avec Ouattara. Mais le divorce là ne portait pas sur la libération de Gbagbo. Le divorce portait sur autre chose. Le divorce entre le PDCI et Ouattara, là, ça portait sur cette affaire de RHDP unifié et cette question d'alternance. C'est sur ça que ça portait. Donc, si ça n'a pas marché là-bas, vous ne vous êtes pas entendu. Du coup, Gbagbo vous intéresse. Mais Gbagbo n'a rien à voir avec votre affaire d'alternance. Gbagbo n'a rien à voir avec votre affaire d'alternance. Donc, ils ont fait ça. Soro Guillaume, son problème avec Ouattara, eux-mêmes, ils en ont parlé en public. Ouattara a dit que Soro est un peu têtu des fois. Soro a dit que Ouattara se fout de lui, que Ouattara l'a poussé comment on appelle ça, à démissionner, et que l'autre dit il est communiste, l'autre dit je ne suis pas communiste. Voilà les problèmes. Et c'est dans leurs problèmes, il y a Gbagbo dedans. Il n'y a pas Gbagbo dedans, ils ont leurs problèmes de fond, ils connaissent leurs problèmes. Et soudainement, Soro, après son divorce avec Ouattara, ah, Gbagbo est bon. Gbagbo même ne faisait pas ceci. Gbagbo même ne faisait pas cela. Et voilà mon problème. J'ai horreur des gens qui changent d'opinion parce qu'ils ont fait un divorce de l'autre côté. Voilà. S'il n'y avait pas de divorce, ils allaient se taire. Vous étiez là au discours du 1er mai 2018. Moi, j'ai encore bon souvenir. 2019. Non, attends, pardon. 1er mai 2018. Fête du travail de l'année dernière. Soro Guillaume était assis lorsque Ouattara a dit en public qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume était assis là, il n'a pas branché. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Alors, il était assis là. C'est eux qui ont dit que eux, ils ont donné la vie à Laurent Gbagbo, là où lui, il leur aurait donné la mort. Que si c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné cette guerre, si c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné cette guerre, il aurait tué tout le monde. Ça, Soro Guillaume l'a dit en public, devant tout le monde. Comment un monsieur comme ça qui aurait tué tout le monde, aujourd'hui vous dites, ah, ce monsieur-là, il m'a jamais renvoyé de mon boulot. Il m'a jamais manqué de respect. Il m'a toujours traité comme un premier ministre. Voilà comment les gens ont changé de bouche. Et moi, ça me fatigue. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, si on devait demander mon opinion, j'allais dire à Laurent Gbagbo, tu es président du FPI. Tu es déjà un parti majoritaire. Tu as déjà une base puissante. Tu n'as pas besoin de t'allier avec FPI, avec chose, comment on appelle ça, avec PDC. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Il faut mettre les jeunes gens sur le terrain. Ils vont aller faire la mobilisation. Ils vont parler, ils vont expliquer ton combat. On va parler de Bligoudé. Et puis on va faire le combat. On va gagner des élections en 2020. C'est tout. On n'a pas besoin de s'allier avec des gens qui ne t'ont jamais aimé. Bédier là même, là, tu lui as fait quoi? En Côte d'Ivoire, là, depuis que vous suivez la politique, Gbagbo Laurent a fait quoi à Bédier? Il ne lui a rien fait. Il t'a payé ton salaire d'ancien chef d'État, tes indemnités. Il a payé. Il vous a mis, vous tous, à l'aise. Il vous a fait quoi? Vous êtes allé vous allier à ceux qui ont fait la rébellion pour le chasser et pour le maltraiter. Et vous étiez content, vous avez ri. Donc franchement, bon, moi je suis gore. Hein. Moi je ne suis pas un plaisantin de pro-Gbagbo. Moi je suis gore. Donc mon opinion est très radicale. En tout cas sur ces questions-là, je suis très radical. Voilà. Mais comme mon opinion ne compte pas, moi je ne peux faire que des analyses.
Voilà. Moi, je ne suis pas un décideur. Voilà, je fais mes analyses et j'explique ici pour qu'on soit au même niveau d'information, c'est tout. Voilà, maintenant, les décideurs, là, ils vont décider après. Voilà, il y a beaucoup de questions, je vais passer une autre question rapidement. Euh, Vous êtes un homme constant, ça c'est de Gérard Niezele. Merci infiniment, hein. Merci. Zebli Bilé Yves, je voudrais avoir ton avis. Moi, je n'aime pas que nos amis cyberactivistes se clashent sur la toile. Pourrons-nous pas avoir un modérateur pour voter, pour recadrer ce côté, car cela déroute. Euh, les clashs nourrissent certains cyberactivistes. Les clashs là, ça nourrit certains cyberactivistes. Il y a des cyberactivistes qui se sentent très à l'aise dans les clashs. Ils mangent bien, ça leur permet de se faire connaître, ça leur permet d'avoir des copines, et puis ça leur permet aussi de montrer qu'ils sont un peu garçons. Des gens qui, en réalité, dans la vie, sont très nonchalants. Euh, quand ils entendent deux coups de pistolet, ils fuient. Mais tu les vois sur les réseaux sociaux en train de bander les muscles pour dire que c'est eux qui sont garçons. Donc ça là, mon frère, faut pas que ça te meuve. Si tu vois des clashs, regarde et passe ton chemin. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu coupes. C'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est très simple. Voilà. Parce que faut choisir. Moi, je peux te donner un réseau de cyberactivistes. Il faut suivre le réseau Panacom. C'est des gens très sérieux. Je peux te donner une liste tu vas les suivre. Ils ont des postes au quotidien. Ils sont très très bien, hein. Il faut les suivre. Il faut suivre ma maman Maïliba. Il faut suivre les gens. Il y a des gens qui ne feront pas de clash. Ils n'ont pas besoin de ça pour survivre. Voilà. Mais il y en a d'autres qui se sont fait connaître, même avant de rentrer dans la politique, ils se sont fait connaître grâce au clash. Ils ont clashé des artistes, ils ont clashé des politiques, ils ont clashé des footballeurs, ils ont clashé, ils ont clashé tout ce qui tourne, tout ce qui bouge. Ils ont clashé des animaux, ils ont clashé des fruits. Voilà. Souvent, ils s'arrêtent là et puis clashent de fruits. Donc, il ne faut pas. Moi, ce que je fais en ce moment, ce n'est pas un clash, hein. Si c'est un clash, c'est que c'est un clash politique. Tu vois, c'est pourquoi j'ai choisi mes mots rigoureusement. Je dis que si vous me voyez ici en train de parler de Johnny Pacheco, c'est que je serai en train de parler de lui, de tout ce qu'il avance d'un point de vue politique. Je ne vais pas rentrer dans sa famille. Je ne vais pas rentrer dans là où il mange et qu'est-ce qu'il fait de ses jours, de ses nuits. Ça ne m'intéresse pas du tout. Même si des gens m'apportent les informations, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Mais s'il est corrompu, ça m'intéresse. S'il prend l'argent, ça m'intéresse. S'il dit que Laurent Gbagbo a volé, ça c'est intéressant. On va voir de quoi il parle. Donc voilà, ce n'est pas un clash. C'est pas un clash. Il y a des gens qui font des clashs. Oui, je vais te frapper. Oui, je vais te tuer. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, il faut bannir ça, les grossièretés, les injures, les menaces. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas de la politique saine. Il faut faire de la politique saine. Il faut qu'on fasse de la politique saine. Voilà. Donc, moi, Johnny Pacheco, s'il veut, on s'appelle là, tout de suite. Même s'il est connecté là, il me fait un signe. Il me fait un signe. Il me dit, Yves, écoute, moi, je suis là. Si tu es garçon, prends-moi, je te prends. Direct là, sur le champ. Et puis on commence. Bon, on va commencer sur Ati 48. Tu avais dit quoi? Il va dire ce qu'il avait dit. Je vais dire aussi mes idées. Il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. Et puis après, on avance, on prend encore d'autres sujets. Voilà. Mais c'est des gens qui aiment le clash, ils vivent du clash. Si je te dis les noms des gens qu'ils ont clashé, un gars qui s'appelle Pata Papara, tu ne le connais même pas, c'est un photographe.
ils ont clashé un gars qui s'appelle Papi Pawa. Papi Pawa. Tu ne me verras jamais faire ces choses-là. Ils ont clashé Arafat. Tu ne me verras jamais faire ces choses à clasher Arafat. Ils ont clashé qui les gens qui font des petites choses sur les réseaux sociaux. Ils les clashent. Ils ont clashé Marcos. Ils ont clashé qui encore? Ils clashent tout le monde. Puis maintenant, ils viennent clasher le RDR. Ils ont clashé tous les ministres, Ahmed Bakayoko, tout le monde a été clashé. Et puis maintenant, c'est le FPI. Clashé Gbagbo, Simone, Nadi Bamba, Stéphane Kipré, tout le monde, sans exception. Même la maman Annie Tchélé, elle est passée à la casserole. Annie Tchélé. Tout le monde est clashé. Donc, nous, on ne vit pas de ça, frère. Moi, je ne vis pas de ça. Moi, je ne poste aucune vidéo. Et c'est le moment même, c'est le moment de passer un message à Zasso. Zasso, il faut arrêter de prendre mes vidéos là et aller les mettre sur ta page YouTube. Tu ne vas pas gagner de l'argent avec mes vidéos. Tu ne gagneras pas de l'argent avec mes vidéos. Arrête de faire ça. Demain, là, je vais faire photo de toutes mes vidéos que tu mets sur ta page. Moi, je suis ton adversaire. Tu ne peux pas venir prendre les vidéos de ton adversaire et aller mettre ça sur ta page pour gagner de l'argent. Mais c'est pas bien ça. Je vois chaque fois que je produis une vidéo, il enregistre, il va mettre sur sa page. Il va y pouvoir encore faire ça. Il va y pouvoir encore faire ça. Et les gens viennent regarder là-bas. C'est arriviste ça. Moi, je ne mets aucune... Je n'ai même pas le temps. Franchement, je n'ai pas le temps. Quand je finis de faire ma vidéo ici sur Facebook, là, je dors. Parce que chez moi, je fais les vidéos tardivement. Hein. Ici, il est 23 h. Il est 23 h. Tu me vois là, en train de venir télécharger une vidéo de Facebook. D'abord, il faut télécharger sur l'ordinateur. Et puis maintenant, il faut download, comme on dit, upload ou bien je ne sais pas moi, sur YouTube. C'est trop. C'est trop. Je n'ai pas le temps de faire ça. Et ils font ça. Donc Zasso, laisse mes vidéos. Zasso Dagrou en global. Voilà, je suis ton adversaire. Tu ne dois pas prendre mes vidéos, tu ne dois pas les utiliser. Voilà, s'il te plaît, il faut avoir un peu de respect. Voilà. Ils prennent mes vidéos, ils s'en chercher l'argent avec. C'est pas sérieux. Pourquoi ils n'ont pas demandé cela quand le président était en prison? C'est de... Bouffi, là, je ne l'ai jamais salué. Hein. Pardon, j'oublie souvent. J'oublie, pardon. Bouffi, là, je te salue. Je ne sais pas qui tu es, mais je te salue quand même parce que tu es quand même ici assez souvent. Marceline Loukou, mes salutations. Carlos Follet, mes salutations. Valérie Daniel, mes salutations. Désolé, hein, les messages vont très vite. Oh, je rate tous les messages maintenant parce que... Ah, il y a beaucoup de messages en bas. Franco Di Parigi, c'est lui qui poste les émoticônes là. Ah, je vais le bloquer. Pardonnez, excusez-moi. Je vais le bloquer. C'est lui qui faisait passer tous les messages là. Voilà, c'est bon. Je l'ai bloqué. C'est lui qui faisait passer tous les messages. Ça fait que j'ai raté tous les messages là-haut là. Ok. Bonsoir le boss, Yakou Ouattara, mes salutations. Isabelle Gobé, tiens bon mon frère, ils sont jaloux de toi. Ça c'est pas important. C'est pas important, jaloux ou pas jaloux. Moi, dans tous les cas, ils n'ont qu'à dire leurs choses là. Tout ce qu'ils savent sur la politique de Laurent Gbagbo, là, nous on est là pour écouter. C'est tout. C'est tout, c'est à ce niveau-là on les attend. Mais ce singe-là, il a posté beaucoup de choses sur ma page. Hein. Tu vois, Franco Di Parigi, là. Tu as vu ce qu'il a fait? Jon Snow, Yves, tu ne crois pas que le fait qu'il clash tout le monde est une preuve qu'il n'a pas de parti pris?
il a eu des partis pris. C'est pas ça qu'on appelle quelqu'un n'a pas un parti pris. Quand on dit que quelqu'un n'a pas un parti pris, ça veut dire que du début jusqu'à la fin, il n'est ni avec Gbagbo, ni avec Ouattara. Tout ce qu'il dit, c'est... voilà. Mais tu ne peux pas être, dans un premier temps, du côté de Gbagbo, argumenter. Être dans un deuxième temps, du côté de Ouattara, argumenter et dire que tu n'as pas de parti pris, ça c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, peut-être l'expression parti pris est mal utilisée, mais c'est pas ça on appelle il n'a pas de parti pris. C'est pas ça. Il a bel et bien. En ce moment, il a un parti pris. Actuellement, où toi et moi, on est là en train de converser, il a un parti pris. Ou bien c'est faux. Il a un parti pris. Donc, non, 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 il a bel et bien un parti pris. Son seul problème, c'est qu'il vacille. Et c'est pas bon. Franck Ismaël, DJ, tout petit, trop petit pour toi, frère. Ouais, bon. Il est tout petit, il va faire quoi? Il va faire quoi? Merci Zibli. Benzo Bonzai, tes explications sont véridiques, mais trop compliquées pour les analphabètes. Théo Lyon, ça c'est mon frère. Mes salutations à Théo Lyon. Ah, bravo, bravo pour les explications, merci. Tu fais allusion à Johnny. Euh, je dis, je parle de lui quand je veux. Moi, j'ai pas peur de lui. Il va me faire quoi? Il va me frapper ou bien? Moi, je parle de lui quand je veux. Hein. Je parle de Johnny, Pacheco, alias tout petit, tous les noms. Coucougnon, Chris, Yvon, oui, c'est de lui que je parle. Il y a quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont rien me faire. Euh, et il nous dit que Gbagbo le traque en justice. Dis-nous le contraire. Abou Soumaoro. Mais j'ai expliqué ça tout à l'heure dans ma vidéo précédente. J'ai dit que de 1, si le président Laurent Gbagbo doit comparaître, doit témoigner contre Johnny Pacheco, c'est très bien. C'est très très bien. Quand tu insultes les gens et qu'on te poursuit, tu viens, tu réponds de tes actes. En ce moment, il devait plutôt applaudir pour dire Dieu merci, j'ai obtenu ce que je voulais. Je voulais qu'on aille devant un tribunal. Bon, finalement, on va devant un tribunal. Si Laurent Gbagbo doit intervenir à un certain point, eh ben, c'est très bien. Mais pourquoi ça lui pose problème? Frère, toi-même qui viens de me poser la question à Abou Soumaoro, là, si moi je viens ici que je parle de ton père sur les réseaux sociaux et que je jette l'opprobre sur ton père et que je traite ton père de voleur, de criminel, de plaisantin, etc., etc., et qu'un jour, après 2 ans sur les réseaux sociaux, ton père se lève et qu'il dit, je vais le poursuivre en diffamation. Et puis toi, Abou Soumaoro, on t'invite, on dit, il faut venir témoigner pour ton père. Tu ne vas pas venir? Tu ne vas pas venir? Alors, tu insultes les familles des gens sur les réseaux sociaux devant 10 000, 20 000, 50 000 personnes. Tu fais ça. Et tu es surpris qu'il y ait un procès. Oui, oui, en fait, je ne vais jamais comprendre les gens. Je ne vais jamais les comprendre. Pour moi, c'est logique. Mais bon, c'est que si on n'a pas la même compréhension des choses. Donc, tout a commencé quand ce problème a commencé. Je ne vois pas. Que penses-tu de la religion en Afrique, sachant que tout cela vient de la colonisation? Est-ce que ça ne retarde pas notre continent? Oh, ça c'est une très très bonne question, frère. C'est une bonne question. Tu sais, je vois beaucoup de camarades panafricains qui critiquent la religion. D'abord, j'estime qu'il ne faut jamais critiquer la religion.
J'estime qu'il faut être un homme responsable, mature, et il faut prendre ses distances quand on n'est pas concerné par quelque chose. Et si tu veux adhérer à quelque chose, tu adhères à quelque chose avec conviction. C'est pas tout en critique. Et ça, c'est ce que moi je peux laisser à la postérité. C'est ce que je peux laisser à mes petits frères. C'est pas tout en critique dans la vie. Parce que il y a un philosophe français qui s'appelle Pascal, Blaise Pascal. Il était en même temps mathématicien. C'est lui qui a inventé, d'après ce que les Européens disent, c'est lui qui a inventé la machine à calculer, la calculatrice. Blaise Pascal, dans son livre Les Pensées, il parle de la religion. Il dit que lui, il appelle ça un pacte. On appelle ça le pacte de Pascal. Il dit, si Dieu existe, je suis sauvé, si je crois en lui. Si Dieu n'existe pas, je n'ai rien perdu. Parce qu'au moins, j'aurais marché selon la vertu de Dieu. C'est ce que Blaise Pascal nous enseigne, le pacte de Pascal. Il dit qu'il préfère croire en Dieu. Parce que s'il existe, il a tout gagné. S'il n'existe pas, il n'a rien perdu. Et c'est très intéressant, ça fait beaucoup réfléchir. Je reviens aux panafricanistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui tirent sur les religieux. D'abord, quand vous voyez un pasteur qui touche les fesses d'une femme, qui couche avec une femme, quand vous voyez un prêtre qui cogne des enfants, qui font de la pédophilie, voilà le vrai mot, philie là, les prêtres qui font ça, toutes ces personnes-là ne représentent pas la religion. C'est des êtres humains comme vous et moi qui se sont trouvés être des ambassadeurs de la religion. Et comme tout ambassadeur dans le monde, ils font des erreurs. Ils commettent des péchés. La religion, c'est pourquoi ça veut dire religare. Religare, relié à, mais relié à Dieu. Donc c'est toi qui es relié à Dieu par le canal de la religion. Donc ta relation avec Dieu, là, elle est personnelle. Si tu regardes les autres, les pasteurs, les prophètes, tout cela, mon frère, tu n'auras pas de relation avec Dieu. Tu n'auras pas de relation avec Dieu. Alors que le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Est-ce que tu as envie d'être chrétien? Oui, non. Ça vient de la colonisation, ça a été, etc., etc. Pas de problème, tu as tes raisons. Quand tu vas mourir, s'il y a un Dieu, tu vas rendre compte. Il y a des philosophes qui ont dit qu'il n'y a pas de Dieu. Hein. Il y a des philosophes, quand tu prends Karl Marx dit la mort et la vie, c'est un dépassement. Voilà, c'est un dépassement. C'est-à-dire que quand tu es mort, tu n'existes plus. Quand tu existes, tu n'es pas mort. Voilà, lui, il dit ça. Il dit après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais il y a des philosophes qui ont écrit, par exemple, Life After Life, de Raymond Mundi. Hein? Raymond Mundi, voilà, c'est ça, non? Raymond Mundi. Il a écrit la vie après la vie après la vie. Donc il y a des gens qui croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Toi aussi, tu es un philosophe. Tout le monde est philosophe. Moi, je suis philosophe. Moi, je sais que la religion chrétienne provient de la colonisation. Je le sais, au fond de moi. Je sais que sans la colonisation, sans l'arrivée de tous ces blancs-là en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'aurait pas connu le christianisme. Mais Cheikh Anta Diop nous enseigne autre chose. C'est pourquoi c'est important d'aller lire Nation et Agriculture. Cheikh Anta Diop dit que les premiers chrétiens sont des Africains. Voilà ce que Cheikh Anta Diop dit. Il dit les premiers chrétiens sont des... Il dit ils sont noirs. Ce sont des Coptes. On les appelle les Coptes. Voilà. Ce sont les premiers chrétiens selon Cheikh Anta Diop. Alors, donc... Si les Africains sont les premiers chrétiens, ça veut dire que tout ce qui est consigné dans la Bible, ce sont les pratiques des Africains.
Et puis, c'est pas faux parce que Osiris, quand on questionne, bon, d'abord, mon professeur Gomez disait que lui, il s'est rendu à la pyramide dans la tombe du pharaon Ounas. Et dans la tombe, il y a le paragraphe 146C qui dit ceci. Prenez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. Mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. Il dit, c'est dans la tombe du pharaon Ounas qui a vécu avant Jésus-Christ, qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible, buvez, ceci est mon sang, mangez, ceci est mon corps, c'était déjà enseigné dans l'Égypte antique. Et c'est confirmé à tous les niveaux. À ce niveau historique, c'est confirmé. Mais même au niveau philosophique. Tout ce qui a été enseigné, quand on dit la vie après la mort, ça vient de l'Égypte antique. Ça a été démontré. Même aujourd'hui, tu vas dans les pyramides, c'est dessiné qu'effectivement, quand tu meurs, tu passes par le purgatoire. Après le purgatoire, tu vas soit en enfer, soit au paradis. Tout ça, c'était déjà consigné dans les pyramides en hiéroglyphes, les hiéroglyphes. Voilà. Donc, si tel est le cas, les Français ne sont donc pas les inventeurs de cette religion. Cette religion a peut-être été inventée par les Africains. Les Africains les ont transmis. Après, les Africains les ont perdu ça. Et puis, ils les ont retrouvés au travers de la colonisation. Mais en tout état de cause, moi, j'ai dit que ce sont les mêmes pratiques. Dans tous les cas, tout ce qu'on nous demande, c'est d'aimer son prochain. C'est ce qu'on nous demande. D'honorer son père et sa mère. De ne pas voler, de ne pas tuer. Voilà ce qu'on nous demande. Et puis, voilà. Bon, donc moi, je n'ai pas de problème avec la religion chrétienne. Comme je n'ai pas de problème avec les musulmans. Aucun problème avec la religion musulmane. Mais toutes ces religions-là se sont imposées dans le monde par la guerre. Toutes les religions-là. Ils ont fait des guerres saintes. Donc, moi, j'ai pas de problème avec eux. Hein. J'ai pas de problème avec eux. La plupart de ceux qui sont dans la Bible, qui sont cités, la reine de Saba, il a été démontré qu'elle est africaine. Comment il s'appelle Melchizedek, le roi Melchizedek, il a été démontré qu'il est africain. Tout ça, c'est démontré. Donc, on n'a pas de problème. Alors que Melchizedek, il est le sacrificateur. C'est le sacrificateur. On dit un homme sans père, sans mère, sans généalogie, rendu semblable au Fils de Dieu. Et rendu semblable à Jésus-Christ. Un nègre, un Africain qui est sans père, sans mère, sans généalogie, est rendu semblable au Fils de Dieu. Mon frère, adorons Jésus. Tu sais, cette question de Jésus blanc, est-ce que Jésus est blanc, etc., etc. Frère, ça dépend des lunettes que tu portes. Un blanc ne peut pas concevoir un Jésus noir. C'est une question de logique. Tu penses qu'un blanc, s'il doit dessiner Jésus, il va dessiner Jésus en noir. Est-ce qu'un blanc peut dessiner Marie en noir? Non. C'est nous les Africains qui devons dessiner Jésus en noir. C'est nous. Si on doit faire demain des films, du cinéma pour montrer Jésus, on le met en noir, il n'y a aucun problème. Mais nous, on regarde le cinéma des autres. Mais si les Chinois veulent faire Jésus, ils vont faire Jésus en chinois. C'est logique. Même un baoulé, s'il doit faire son Jésus, il le fera Jésus, un Jésus baoulé. Comme ça, tranquille. Il fera un Jésus baoulé. Il ne va pas faire un Jésus japonais. Il ne connaît pas le Japon. Il ne fera pas un Jésus juif. Il n'a jamais vu un juif. Voilà. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Donc moi, je veux que nos camarades panafricains
essaye de comprendre que le combat panafricain, ce n'est pas de rejeter le christianisme. Le christianisme, c'est une religion d'amour et de paix. Donc, on n'a pas besoin de rejeter le christianisme. On peut rejeter les mauvaises pratiques de ceux qui se font appeler ambassadeurs du christianisme. Donc, ce sont des prêtres, ce sont des pasteurs. Aujourd'hui, oui, il y a une prolifération de faux pasteurs qui en profitent pour prendre de l'argent, pour coucher avec les femmes. Oui, ça existe. Mais il y a des bons pasteurs aussi. Il y a des pasteurs qui font des choses, qui font des miracles. Il y a des pasteurs qui délivrent, il y a des pasteurs qui soignent, il y a des pasteurs qui font prospérer. Ça existe par la prière. Donc moi, j'y crois. J'y crois. C'est mon point de vue à ce niveau. Je n'ai pas de problème avec les religions. Quand tu vas en Chine, ils ont Confucius. Hein, le confusionnisme. Confucianisme, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est Confucius. Voilà. Ils ont le laoïsme, hein, de Lao Tse. Lao Tse en Chine. Lao Tse. Et puis ils ont l'hindouisme. Voilà. Mais ils font aussi le taoïsme. En Chine, là-bas, ils font le taoïsme. Donc, ils ont tout ça. Ça, ce sont leurs religions. C'est comme ça qu'ils perçoivent la vie. Voilà. Il n'y a aucun problème. Ils respectent le christianisme. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Jamais ils n'ont dit que, comme ils ont le taoïsme, alors le christianisme, c'est bullshit. Jamais ils n'ont dit ça. Hein. C'est nous, les Africains, qui commençons à déchirer les Bibles, qui commençons à les brûler, qui commençons à brûler le Coran. C'est pas bon, hein. Ça, je vous dis, moi, j'ai vu la démonstration. Je vais faire un témoignage aujourd'hui. Comme vous êtes là, il y a 118 personnes. Je vais faire un témoignage. Hein? Je vais faire un témoignage. Vous allez voir la puissance de Dieu. J'avais prévu de ne jamais faire des témoignages en live. Je voulais attendre que je finisse le calvaire que je vis ici en Australie. Et puis un jour, j'allais faire mon témoignage en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je vais faire juste un petit témoignage. C'est ce qui m'est arrivé ici il y a 2 semaines. Et vous allez voir que c'est Dieu carrément. J'étais dans une maison. J'ai signé 3 mois de contrat avec l'individu. C'est un Chinois raciste. 3 mois, on a signé. Et dès le premier jour, j'ai senti que la dame avec laquelle je vivais, elle ne m'aimait pas. Parce que je suis noir. Parce qu'elle et moi, on partageait la maison. Elle avait son appartement, j'avais le mien. Et elle ne m'aimait pas. Alors, comme elle est chinoise aussi, elle appelait souvent le propriétaire de la maison pour lui dire, ah, le noir là, voilà, aujourd'hui, il a oublié d'éteindre la lumière. Voilà, aujourd'hui, il n'a pas fait ceci. Donc, elle faisait... Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais madame, vous avez un problème avec moi? Vous appelez le propriétaire pour lui dire des choses qui ne sont même pas vraies et tout. Bon. Donc, j'ai commencé à me méfier un peu. Les 3 mois ne sont même pas arrivés que le propriétaire m'appelle pour me dire qu'il veut que je parte de la maison. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, et je te donne 15 jours pour partir. Je dis, ah bon, 15 jours. Ok. Je me suis tranquillisé. J'ai commencé à prier. J'ai prié. 10 jours sont passés. Moi-même, je l'ai appelé. Il a dit, s'il te plaît, il faut venir. Le propriétaire est venu me rencontrer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On a signé un contrat de 3 mois. Les 3 mois ne sont pas encore arrivés. Vous me dites de partir. Quel est le problème? Il me dit, ah non, 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 les 3 mois sont arrivés et tout. Et comme j'avais perdu le contrat, le papier du contrat, donc je l'ai cru sur parole. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est vrai que les 3 mois sont arrivés. Bon, le contrat aussi, je ne sais même pas où c'est. Ça a disparu. Le gars, il me dit, il faut partir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème.
Je suis en train de réfléchir, je dis, mais comment, il me reste combien de jours même? Il me reste quoi, 5 jours. Et dans le même temps, on m'appelle à l'hôpital pour que je fasse mon opération. Ça devait se faire, je devais partir de la maison le 16 du mois passé. Le 16 du mois de, quoi là? Mars, avril. Le 16 du mois d'avril. Et le même 16 du mois d'avril, je devais avoir mon opération. Et donc la veille, j'étais stressé. J'étais tellement stressé, je ne pouvais pas dormir. J'ai dit, ah, je dois aller à mon opération. Le propriétaire va venir pour me chasser, tout ça. Comment je vais faire ça? Il dit, ok. J'appelle la police. Quelqu'un m'a dit, appelle la police. J'appelle la police. La police me dit, est-ce que le propriétaire est là? Parce qu'il n'a pas le droit de te chasser. Il n'a pas le droit. Il doit te donner au moins un certain nombre de jours, tout ça. Il ne peut pas te chasser comme ça. J'ai dit, ah, il dit, s'il vient demain, appelez-nous. On va venir là-bas, on va le trouver là-bas. Vous nous appelez, ils m'ont donné même le numéro. Il dit, appelle tel numéro. J'ai dit, ok, j'ai compris. Le lendemain matin, à la première heure, le 16, où je dois être à l'hôpital, hein, à partir de 7 heures, le propriétaire est déjà là à ma porte. Il tape. Oui, Yves, il faut partir là. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'as même pas encore rangé tes affaires. J'ai dit, le frère, quel est ton problème? Quel est ton problème? C'est moi j'ai problème avec toi. Laisse-moi tranquille. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il faut partir, il faut partir. Je t'ai dit, tu devais te donner 15 jours, il faut partir, il faut partir. J'ai dit, frère, moi je ne te dois pas 5 francs. Laisse-moi tranquille. Il voulait utiliser la force. Et je lui ai dit, non. Écoute, si tu veux utiliser la force, moi je vais appeler la police. Je suis dans ma chambre, hein, je suis assis là, il est à la porte. Au lieu de prendre mon téléphone, hein, pour appeler la police, le numéro qu'on m'a donné là, au lieu de prendre ça, non, je ne prends pas ça. Hein. Je me lève, quelque chose me souffle à l'oreille. C'est là que je vois la puissance de Dieu. Regardez, hein, quelque chose me souffle à l'oreille. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je me lève. J'ai dit, mais j'ai mon téléphone en main. Appelle la police. Non. Il n'appelle pas la police. Je me lève. J'ouvre le grand portail. Je sors même. Dès que j'ouvre le grand portail, il y a la police devant moi. Devant Dieu, devant les hommes. Je suis un grand garçon, je ne peux pas mentir. Je n'ai même pas eu besoin d'appeler la police. Quelque chose m'a dit, sors, 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 sors de la maison, sors. Je sors, j'ouvre le portail, la police est devant moi. Et ils sont en train de manger les hamburgers là. Ils étaient en train de causer. Et j'arrive, je les interpelle, je dis, ah les gars, bonjour. J'ai un problème avec le propriétaire de ma maison là. Il veut que je parte, alors que je dois être à l'hôpital là tout à l'heure. Donc vraiment, est-ce que vous pouvez... Donc le policier, il y a un noir dedans. Le policier là, il est sierra-léonais. Il me regarde, il me dit, frère, tu es de quelle origine? Il dit, je suis ivoirien. Il dit, ok. Allons, je vais lui parler. Il est allé. Il lui a parlé, il a dit au Chinois, là, quel est le problème? Il dit, ah non, le gars, il est ici, bon, je lui ai donné 15 jours, il faut qu'il parte. Le policier lui a dit, mais toi, tu sais qu'ici en Australie, on ne donne pas 15 jours aux gens pour partir de la maison. Pourquoi tu fais ça? Ah, il dit, ah bon, moi je lui ai donné 15 jours, il dit, non, 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 tu ne peux pas faire ça. Vous le laissez, vous lui donnez 21 jours pour partir de la maison. Vous lui donnez 21 jours. Il dit, ah, ok, ok, ok. Et il a pris sa voiture, il est parti. Quand je me suis approché, le policier m'a dit, tu es mon frère ivoirien. J'ai dit, ah, tu parles français? Il dit, ouais, je parle français, comment ça va? Il m'a salué. J'ai dit, ah, ça va. Il dit, je connais un Ivoirien ici. Je connais un Ivoirien ici à Adelaide. J'ai dit, ah bon? Ça fait 10 mois que je suis ici. Je n'ai jamais rencontré un Ivoirien. Si tu connais un Ivoirien, il faut me dire. Il dit, je vais te mettre en contact avec l'Ivoirien là. Dès qu'il donne d'eau là,
15 minutes plus tard, l'Ivoirien là m'appelle. Allô mon frère, tu es ici? J'ai dit oui, je suis ici. Ça fait combien de temps tu es ici? Il dit ça fait 10 mois que je suis ici. Ah, on dit que tu cherches maison. J'ai dit oui, je cherche maison. Mon propriétaire est en train de me créer beaucoup de problèmes. Il dit bon, je vais régler ça. C'est grâce à lui. En 2 jours, je me suis retrouvé dans cette maison où je suis ici aujourd'hui. Là où je suis plus en train de parler, c'est grâce à lui. Cet Ivoirien-là. C'est lui qui a appelé une connaissance pour dire ah, j'ai un frère qui cherche maison. Voilà. Normalement, la maison où je suis là, je devais payer même 2 fois plus cher. Mais ils ont dit non, 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 ton prix sera le nôtre. Donc ça veut dire que j'étais stressé. J'étais là, j'ai dit mais comment, avec la maladie là, comment je vais pouvoir trouver une maison? Comment je vais pouvoir être à l'hôpital? Comment je vais... Et puis, comment je vais faire tout ça là? Déménager tout ce que j'ai là. Comment je vais faire tout ça? Mais j'ai eu 2 voitures pour déménager mes affaires. Sans lever le petit doigt. J'ai eu 2 voitures pour déménager mes affaires. Donc, frère, quand tu vois des choses comme ça face to face, moi je ne suis pas bête. Je sais très bien que c'est la main de Dieu. Je sais très bien que c'est la main de Dieu. Je suis installé. Quand j'ouvre mon portail ici, il y a la mer devant moi. La mer. Je suis en bordure de plage aujourd'hui. Je suis bien logé. Je suis d'une femme. Je suis très, très, très bien. Je suis heureux. Et ça, c'est ce que Dieu a voulu faire pour moi. Frère, même si quelqu'un dit qu'il est incrédule, même si quelqu'un dit qu'il n'aime pas Dieu, mais tu es obligé de voir la réalité en face. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que si j'étais resté sur mon lit et que j'avais composé le numéro de la police, les policiers seraient venus, mais ce ne serait pas ce policier africain-là. Et je n'aurais jamais connu l'Ivoirien-là. Et je n'aurais jamais eu cette maison-là. Tu vois, non? Frère, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout s'est passé en 1 seconde. Tout s'est passé en 1 seconde. Le simple fait que je me sois levé pour aller ouvrir le portail là, c'était ça ma bénédiction. C'était ça l'ouverture, c'était ça l'opportunité. Si j'avais raté ça, c'était fini. Je ratais tout le reste. Tu vois? Donc, on peut dire, des personnes peuvent dire que c'est la chance. Hein? On peut dire que peut-être c'est la chance. On peut dire que bon, peut-être que c'est une intuition. On peut expliquer ça autrement. Mais moi, je sais quel genre de prière j'ai fait. Je sais que j'ai dit à Dieu que je ne peux pas déménager en ce moment. Que non seulement je n'ai pas la force pour déménager. Je suis seul. Je ne sais pas avec qui je vais déménager. Comment je vais déménager. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Et puis d'ailleurs, pour déménager là, il faut aller sur le net. Il faut regarder des maisons. Il faut aller visiter les maisons. Tout ça là, je fais ça comment? Je suis malade. Je ne peux pas. Oh, frère. Non. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Dieu est merveilleux. Mais je suis là. Je fais comme si de rien n'était. Je viens, je fais mon petit combat sur Internet. Les gens ne savent pas. Il y a la main de Dieu dans ma vie, frère. Et puis, l'histoire de ma vie, là, l'histoire de ces 2 dernières années, là, ça peut faire 3 chapitres. Je dis 3 chapitres. Ça peut faire 3 volumes. Si je dois écrire un livre. Ça peut faire 3 volumes. Parce que ces genres de choses-là, j'ai vu. Tu arrives comme ça, ceux qui devaient t'aider disent ils ne t'aident pas. Ils ne t'aident pas. Toutes les portes te sont fermées. Et puis à la dernière minute, Dieu ouvre une porte. Quelqu'un qui sort de nulle part, il t'ouvre une porte. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es obligé de... En fait, je sais que Dieu fait tout ça pour que je bénisse son nom, c'est tout. Je sais. Maintenant, je sais. Il y a eu des moments ici où toutes les portes m'étaient fermées. Toutes les portes, sans exception. Et je regarde à gauche, c'est fermé. Je regarde à droite, c'est fermé. Je regarde devant, c'est fermé. Je regarde derrière, c'est fermé. Toutes les portes sont fermées.
Et puis je suis là. Tu sais, je pense beaucoup. Souvent, je pense ici jusqu'à 5 heures du matin. Je pense jusqu'à le matin, comme ça, quand je sors là. Il y a une porte d'ouverte. Tu vois, il est fort, il est réel. On ne s'amuse pas le nom de Dieu. Quand je vois des gens brûler des Bibles, je vois des gens brûler le Coran, je vois le... Je dis, hé, les gens, on ne fait pas ça. Ne faites pas ça. Même si vous ne croyez pas. Tu vois, je me suis beaucoup étendu sur ce sujet parce que c'est un sujet non seulement qui touche à notre combat. Beaucoup de gens m'ont dit, ah, toi tu dis que tu es panafricain et puis tu parles de Jésus, tu parles de Dieu. Moi, le Jésus que je vois dans ma tête, c'est un Jésus noir. Quand j'ai pris là, c'est un Jésus noir. En tout cas, moi, la religion que je pratique là, c'est du christianisme noir. Voilà, on peut dire du black christianism, si tu veux, black christianism, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais je ne pratique pas le christianisme des blancs. Le Jésus-Christ avec les cheveux blonds et les yeux bleus, ce n'est pas lui que je prie. Voilà. Et j'invite tous les Africains à lire la Bible. Les psaumes, c'est bien. Ça change la vie des gens. Il faut lire la Bible, il faut lire le Coran. Tout ça, c'est bon. C'est bon pour l'âme. C'est bon pour nous. Voilà. Donc, moi, j'ai vu les miracles. J'ai vu les miracles de Dieu. Je vais vous donner un deuxième exemple. Non, je ne donne pas. Sinon, je vais faire tous les témoignages et c'est pas bon. Je ne donne pas. Ça va, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vais peut-être lire rapidement les commentaires. Je vais lire rapidement. Tu vois encore une preuve de l'aliénation. L'Africain, mais tout au nom de Dieu, mais il oublie que Dieu a tout mis en lieu. Yves, je veux dire qu'il a fallu que tu sortes pour rencontrer ton compatriote, pour t'aider. Les Noirs ont fait plusieurs siècles d'esclavage. Cela n'a pas empêché Obama, Mandela de devenir président. Pour ne citer que cela, ferez-vous mieux de suivre les cours du professeur Dumbi Fakoli pour comprendre tous ces facteurs. Frère, tu es libre de penser ce que tu veux. Hein? Tu es libre de penser ce que tu veux. Moi, ce que je suis, moi, j'y crois. Point final. Voilà, j'y crois. Moi, en matière de religion, je ne suis pas très compliqué, franchement. J'y crois. Je crois en Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Pardon, moi, je préfère croire en lui, faire sa promotion sur Facebook, comme ça, il va me bénir. Voilà. C'est tout ce que moi, je peux faire. Moi, je crois. Yvette Lawson dit de donner encore, de donner encore les derniers témoignages. Non, là c'est très intime. Donc bon, ça j'ai donné le témoignage que j'ai donné, ça s'est passé il y a 2 semaines seulement parce que il y a 2 semaines seulement que je suis venu dans cette maison. Ça fait 15 jours que je suis là et les autres témoignages, c'est vraiment très intime et je n'ai pas envie de dévoiler ça. Le moment viendra. Dans tous les cas, j'ai prévu de faire mon témoignage, le grand témoignage, le grand déballage. Ça va se faire un jour. Ce n'est pas parce que je suis une star ou bien quoi que ce soit. Non. Je pense qu'il est très important pour nos frères, nos petits frères, d'écouter les témoignages de leurs grands frères. Il est très important pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas là. Il est très important qu'ils écoutent les témoignages des autres. Parce que moi, je viens de très loin. Je viens de très loin. La sorcellerie, l'empoisonnement, les méchancetés, l'abandon. J'ai tout connu. En 2 ans, j'ai tout connu. Oh. J'ai tout connu. Et il faut que je dise aux gens que j'y suis arrivé. Il y a eu des moments ici, là où je pensais que j'allais mourir. Ça, c'est pas du jeu. Hein.
Les gens pensent que non. Il y a eu des moments où j'ai vraiment pensé, j'ai pensé que je n'avais pas fini la nuit. Et si aujourd'hui je suis vivant, que je suis debout, et que demain je deviens un homme, une personnalité dans ce pays, franchement, il faut célébrer le nom du Seigneur. Il faut célébrer le nom du Seigneur. Est-ce que Dieu n'a pas confondu ceux qui m'ont attaqué et agressé sur les réseaux sociaux? Ça, c'est un miracle. Est-ce que Dieu ne les a pas confondus? Vous-même, vous les avez vus ici. Vous les avez vus ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas chanté? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur moi, sur ces réseaux sociaux-là? Que je n'aime pas Gbagbo, que je suis un infiltré, que je suis mauvais, etc., etc. Ils ont fait des vidéos, ils ont multiplié. Mais en fin de compte, là, qui n'aime pas Gbagbo? Qui n'aime pas Gbagbo? Pas moi ici. Dans maladie, je défends Gbagbo. Dans la galère, je défends Gbagbo. Dans tout, je défends Gbagbo. Est-ce que moi j'ai problème? Il n'y a pas de problème. Alors, ceux qui n'aiment pas Gbagbo, maintenant on les connaît. Maintenant tout le monde les connaît. Voilà, mais ils voulaient mettre ça sur moi. Tu vois, non? Donc, ça c'est un miracle. Dieu a fait mon palabre. Dieu a fait mon palabre. C'est comme ça. J'ai suivi avec attention, soutenu ton développement sur le christianisme et vraiment tu as bien fait de citer Cheikh Anta Diop. C'est une preuve scientifique aussi de la véracité de la question chrétienne. Ah oui, oui, tu sais, faut pas... Le problème, c'est que, tu sais, le pape Jean-Paul II écrivait dans l'encyclique, surtout dans le deuxième tome de l'encyclique, il dit la raison et la foi sont les deux ailes qui font découler nos prières. Ça veut dire quoi? Il faut raisonner beaucoup. Il faut calculer. Il faut expérimenter. Il faut toucher. Il faut voir. Et puis, il faut avoir la foi. Voici les deux choses qui vont faire que ta prière sera exaucée. Il y en a qui croient aveuglément sans même raisonner. Bon, ça peut marcher peut-être. Mais si ça ne va pas marcher. Parce que si toi, tu es un petit qui n'est pas intelligent et que tu rêves d'être président de la République et que tu pries, ça risque de ne pas marcher parce que tu n'y as pas mis la raison. La raison. Tu vois, non? C'est pourquoi le pape Jean-Paul II dit, ce sont les deux ailes. Il faut l'aile de la raison et il faut l'aile de la foi. Il faut les deux. Moi, j'essaye de comprendre dans le fin fond du problème d'où provient le christianisme. Est-ce que ça a été inventé par les Blancs? Non. Non, ça n'a pas été inventé par les Blancs, c'est prouvé. Si vous voulez aller sur YouTube, taper, il y a un film là. Bon, c'est un film documentaire qu'on appelle Zeitgeist. Zeitgeist, voilà. C'est en allemand, c'est Z-E-I-G-E-I-S-T, je pense, Zeitgeist. Voilà, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Mais si vous suivez le volume 1, on explique l'origine de du christianisme. C'est expliqué. C'est expliqué. Donc, les origines, c'est en Égypte. C'est en Égypte antique. Parce que quand on parle d'Osiris, Osiris est né le 25 décembre, comme Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité des morts. Il est mort et ressuscité 3 jours plus tard. Ça, c'est l'histoire d'Osiris. Tout ce qu'on a raconté sur l'étoile, les étoiles, etc., c'est l'histoire d'Osiris. Maintenant, il a eu son enfant... pardon, c'est plutôt l'histoire d'Horus. Horus, voilà. Donc Horus est sa mère qui est Isis. Isis, c'est la mère de Osiris et de Horus.
Elle est la femme d'Osiris. Voilà, c'est la femme d'Osiris. Donc, toutes ces histoires sont tirées de la Bible, en tout cas la mythologie en elle-même. Bon, c'est ce que on nous dit. Donc, je veux dire que quand tu t'intéresses aux origines du christianisme, effectivement, tu atterris en Égypte ancienne. En Égypte ancienne, c'est là-bas que tu atterris. C'est là-bas les origines du christianisme. Donc, il n'y a pas de problème. Si ce sont mes ancêtres qui ont inventé ça, pourquoi ne pas les prier? J'ai pris. J'ai pris comme mes ancêtres veulent. C'est comme ça. C'est le panafricanisme qui veut ça. Alors, donc il n'y a pas de problème. Fifi, je ne conteste pas l'existence d'un Dieu. Mon problème, c'est le Jésus qu'ils nous ont imposé. Oui, mais tu sais, Jésus, c'est un nom. C'est un nom. Tu sais, regarde, hein, Laurent Gbagbo nous disait, il y a une parole de Laurent Gbagbo qui explique tout. Laurent Gbagbo nous disait, tu vois le siège qui est là, le fauteuil qui est là. Si n'importe qui s'assoit dessus, il n'y a rien. C'est pas un fauteuil sacré, mais à partir du moment où tout le monde dit que ce siège-là, ce sera le siège de notre chef, à partir du moment-là, ce siège-là est sacré. C'est ça avec le nom de Jésus. En réalité, Jésus, c'est un nom. Il n'y a rien dedans. Mais à partir du moment où tout le monde reconnaît que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, à partir de ce moment-là, ce nom-là devient sacré. C'est le nom-là qu'on utilise pour se protéger. C'est le nom-là qu'on utilise pour se défendre. C'est le nom. Jésus est devenu l'arme fatale. Est-ce que tu vois? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Même si aujourd'hui, nous tous dans la résistance, là, on est d'accord que c'est Fifi Yassi qui sera le leader de la résistance. À partir du moment-là, tu vas voir tout le mystère qui sera autour de toi. Ah, c'est Fifi Yassi qui parle. Ah, j'ai appelé Fifi Yassi aujourd'hui. Hein. Moi-même, je serais fier même de faire vidéo ici pour dire j'ai parlé à Fifi Yassi. Tout le monde va dire ah, Yves, il est devenu quelqu'un, il a parlé à Fifi Yassi. Tu vois, non? Donc, je dis que la sacralisation provient du caractère. Il y a un mot là, hein, conventionnel. Non, pas conventionnel, peut-être c'est pas bon. Sinon, c'est ça, hein, c'est la convention. Si tout le monde est convenu que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, Jésus-Christ, c'est ça. On est tous d'accord que c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, les millions de personnes, voilà. C'est comme Mahomet chez les musulmans. Il faut faire très attention. Hein. Mahomet chez les musulmans, on ne piétine pas. Tu ne veux pas venir piétiner Mahomet, pas du tout. Hein. Ah, moi, je ne sais pas qui il est. Je n'ai jamais prié comme un musulman. Mais je sais que son nom est sacré. Le livre est sacré. Donc, ne touchons pas à ces choses-là. C'est des choses qui nous dépassent. C'est des choses qui sont avant nous. Nos ancêtres ont vu ça, n'ont rien dit. Nous, on est petits. Fifi Yassi, tu vois, l'homme a l'impression d'être grand. Il a l'impression d'être fort. Mais il est petit. L'homme est petit. Nos ancêtres ont déjà tout fait. Nos ancêtres ont déjà tout vu. Tu sais, regarde en Afrique, là. Dans chaque village, il y a une coutume. Il y a des coutumes. Mais pourquoi toi, Fifi Yassi, tu ne vas pas changer ces coutumes-là? Va changer. Va changer, on va voir. Mon frère, tu ne peux pas changer. Moi-même, il ne peut pas changer. Personne ne peut changer. Les gens dans chaque village, ils ont 10 coutumes, 20 coutumes. Et puis, ils ont des totems. Et si on peut changer ça? On ne peut pas. Nos ancêtres nous ont légué ça. Ils disent, c'est comme ça. Faites comme ça. Faites comme ça. Et puis, on suit ça dans tous les villages. Les gens, jusqu'à aujourd'hui, en fait des générations en Côte d'Ivoire. Ils font toujours les trucs où ils se mettent ils se mettent torse nu. Et souvent même, ils prennent le couteau, ils se piquent. Tout ça, ils font tout ça. Hein. Ça existe encore. Parce que leurs ancêtres ont laissé ça. Donc,
Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Moi, je respecte ce que les ancêtres ont laissé. Tu vois, dans tous les domaines, les ancêtres, dans la médecine, les ancêtres nous ont laissé quelque chose. Tout ce que tu vois comme médicament aujourd'hui, ce sont nos ancêtres africains là qui ont inventé ça. Dans la Bible, on dit Sarah a pris une grossesse à 91 ans. Bon, la Bible dit qu'il y a eu l'intervention du Saint-Esprit. Mais nos ancêtres disent que c'est eux qui ont fait que Sarah a procréé. C'est ce que nos ancêtres ont dit dans les pyramides. Ils disent que c'est eux qui ont soigné avec des herbes. Ils ont soigné Sarah. Ils lui ont donné la fertilité. C'est ce que nos ancêtres disent. Que eux, depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, ils opéraient déjà les crânes. Ils faisaient l'opération. Donc, je veux dire que nos ancêtres étaient trop avancés. Ils savent pourquoi ils ont dit tout ça. Ils savent pourquoi ils ont légué tout ça. Donc, on dit Jésus là. Ah, on dit son nom est puissant. Hein. Donc, moi, je respecte. Moi, je suis qui? Moi, je suis un simple Ivaïpo. Je vais faire quoi? Je ne peux rien faire. Je respecte. Si son nom est puissant, je respecte. On dit le nom de Mahomet est puissant. Ah, je respecte. Je n'ai pas de problème. Ne rentrons pas dans les débats de colonialisme. Le colonialisme, ce sont des usurpateurs qui sont venus, ils sont venus chercher l'argent. Moi, je le dirais à n'importe quel Français devant moi. Vous n'êtes pas venu coloniser, vous ne pouvez pas civiliser des gens qui sont déjà civilisés. On ne peut pas civiliser quelqu'un qui est déjà civilisé. On civilise un Apache, mais quand ils sont venus en Afrique, va au Zimbabwe, tu vas voir si tu peux civiliser le Zimbabwe. C'est pas possible. Les constructions au Zimbabwe, des constructions qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ, va voir, mon frère. Tu ne peux pas civiliser le Soudan. C'est impossible. Il n'y a pas un blanc sur cette terre qui peut dire que lui, il a civilisé le Soudan. C'est impossible. Parce que le Soudan même, c'est là-bas qu'il y a eu les premières pyramides. On parle des pyramides de l'Égypte. Non, les premières pyramides ont été construites au Soudan. Donc, il n'y a pas un blanc qui peut dire que lui, il est venu apprendre les mathématiques, apprendre à prier à des nègres. C'est impossible. Ils sont venus violenter des pauvres populations paisibles qui cultivaient l'amour. Ils sont venus les violenter et puis ils ont installé leur système par la force. C'est comme ça, parce qu'ils vivaient de transhumance. Voilà, c'est ça le problème. Ce que les gens racontent là, non, ils sont venus civiliser, c'est faux. C'est faux. Personne n'a été civilisé. Ce qu'ils ont fait, c'est une agression, c'est du terrorisme. Voilà, c'est du terrorisme. Ils ne connaissaient pas la religion. Tu ne peux pas enseigner la religion à quelqu'un qui est connecté directement au Seigneur. Les Africains sont connectés directement au Seigneur. Ça vous le savez. Hein. Vous-même, vous êtes des Africains, vous le savez, que les Africains sont naturellement connectés au divin. C'est pourquoi il y a la sorcellerie chez nous. Il y a beaucoup de sorcellerie. Parce que les Africains, ils communiquent avec le cosmos. Les Africains sont directement connectés. Bon, tu vas lui apprendre quoi? Comment on prie? Dans quelle direction il faut regarder? Non, tu ne peux pas apprendre ça à l'Africain. Il connaît déjà, il est né avec. Et nos ancêtres étaient trop forts. Voilà. Donc, c'est qu'on prie là. On prie Jésus-Christ. Moi, en tout cas, j'ai pris Jésus-Christ. Dans ma tête, Jésus-Christ, là, il ressemble à Fifi assis. Dans ma tête. Jésus-Christ, là, que moi, je prie. Là. C'est pour ça que je n'ai pas de crucifix ici. Voilà. Même si j'ai un crucifix, même, ça ne me pose pas de problème. Hein? Mais dans ma tête, Jésus-Christ, il ressemble à Fifi Yassi. Maman Marie, là, elle ressemble à ma maman Yaya Marie-Thérèse, là. Voilà. Elles sont même chose. Marie, la mère de Dieu, là. Voilà. Dans ma tête, c'est comme ça ils sont. Voilà. Alors, je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets aujourd'hui. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Hein. Au revoir.